Le CLS, le cercle de lecture sociale. À court prendre la parole et scander des archives combattantes. Info et canal Telegram sur www.libradio.org. Alors nous sommes le dimanche 17 avril, en ce dimanche de Pâques, bien entendu que nous allions faire des lectures anticléricales, et à ces lectures anticléricales, y ajouter une petite interview que nous sommes ravis de lancer maintenant en compagnie d'Anaïs. Bonjour à toi Anaïs. Salut. Alors Anaïs, tu es la porte-parole de Renovate Switzerland dont nous allons parler maintenant. Et nous sommes également en compagnie donc de Pierre qui va poser les questions qu'il posera et puis d'un compagnon de passage. Alors, voudrais-tu peut-être pour commencer Anaïs nous dire un petit peu ton parcours, ton trajet, ce qui t'a mené à l'association ou disons à ce que l'on appelle Renovate Switzerland? Ouais, volontiers. Alors déjà, je porte la parole de cette campagne aujourd'hui, mais là, je vais parler en mon nom propre. On est assez différents les uns des autres. On va de 18 à plus de 80 ans. On a un prof de sport, une infirmière, un maçon, des étudiants de Romandie, de Suisse alémanique, enfin bref. Donc là, en ce qui me concerne personnellement, j'ai 29 ans. Mon métier, c'était chercheuse en biologie, et puis jusqu'à l'année dernière, je travaillais dans un laboratoire d'écologie à l'EPFZ qui bossait sur l'impact du dérèglement climatique sur les écosystèmes planétaires. Et puis là, en fait, le constat, c'est que on est en train de tout détruire, quoi, et nous avec. Et puis documenter l'extinction de ma propre espèce, c'est intéressant, je dis pas, mais je préférerais plutôt l'éviter, quoi. Oui. Au lieu de la documenter. Oui. Et du coup, j'ai quitté mon travail et puis ma carrière et puis tout ça. Et maintenant, je travaille à plein temps à organiser des mouvements de résistance civile. Et puis, c'est d'autant plus, plus personnel pour moi que j'ai un neveu qui vient de naître il y a 10 jours, qui est en plus un petit Ukrainien. Et quand il est né, j'étais encerclée par la police à Berne avec d'autres scientifiques dans une campagne qui s'appelle Scientist Rebellion. J'étais aux côtés d'une autrice du GIEC. Et il y a un petit côté assez apocalyptique quand même dans tout ça. Et puis voilà, ma vie maintenant c'est ça, quoi, c'est d'essayer d'éviter éviter la fin de tout, quoi. Voilà. Oui, absolument. GIEC, voudrais-tu nous rappeler qu'est-ce que ça désigne? Ouais, c'est l'acronyme pour dire groupe d'experts intergouvernemental pour le climat. En gros, c'est un collectif de milliers de scientifiques environnementaux et du climat de par le monde qui se réunissent régulièrement pour essayer de faire l'état des lieux de toute la science climatique. Et en gros, c'est le truc le plus... dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de groupement scientifique comme ça, aussi solide, qui s'assurent que tous leurs résultats soient aussi consensuels que possible, etc., aussi corrects que possible. Et donc le GIEC, c'est un peu vraiment la voie la plus crédible sur le changement climatique. Voilà, et on peut peut-être aussi ajouter que des rapports sont publiés. Récemment, un est encore sorti pour alerter les humains de ce qui a cours actuellement. Et donc les conclusions du dernier et de ceux d'avant, en fait, c'est que... c'est pas une exagération, ce qu'on va faire pendant les 3 prochaines années va littéralement déterminer le futur de l'humanité. Voilà, donc on a 3 ans. Si on veut parvenir à stabiliser le dérèglement du climat à des niveaux qui vont être simplement vivables, en fait, il faut que les émissions mondiales commencent à diminuer à partir de 2025, donc dans 3 ans. On parle d'échéances qui sont assez courtes, en fait. Donc dans le dernier rapport, ça montre qu'il y a 3,5 milliards de personnes, donc c'est une personne sur 2 parmi nous sur Terre qui vit dans des zones qui vont devenir littéralement inhabitables en fait sur la planète, qui vont devenir très difficiles à habiter parce qu'il fera trop chaud, parce que rien ne poussera, parce qu'il y aura des catastrophes régulières, parce que l'eau aura monté. Donc là on parle dans les décennies prochaines, si on fait rien, si on merde, on va avoir une personne sur 2 qui va être obligée de se déplacer et évidemment il n'y a pas de plan pour ça. Oui. Et ça va créer des guerres monumentales. Donc voilà, on parle réellement de famine de masse, de guerre mondiale dans les décennies à venir si on n'arrive pas à tout changer dans les années à venir. Donc c'est une période qui dans
toute l'histoire de l'humanité, de toutes les luttes, de toutes les personnes qui sont venues avant nous, il y a rarement eu un niveau d'urgence aussi fort que ça. Alors, et voilà, et nous allons donc revenir à l'action qui vous a conduit, ce qui a conduit à ce que l'on se parle aujourd'hui. Mais avant cela, on va rappeler peut-être le site internet www.renovate-switzerland.ch. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux? Ouais, on a Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Très bien. Tout ça sur notre site. Ouais, alors justement, maintenant qu'on a tracé un petit peu le contexte de la situation, quelle était l'idée de cette action? Alors peut-être on va commencer par la décrire. Donc c'était jeudi passé. Ouais, est-ce que tu veux que je vous décrive la campagne déjà, que j'essaie de définir un peu cette campagne? Absolument. Alors on y va. La campagne de Rénover Switzerland concernant la rénovation d'ici 2040, les maisons. Ouais, 1 million. En fait, il y a un rapport de Suisse Énergie qui dit qu'il y a 1 million de maisons qui sont en besoin de rénovation d'urgence. Donc c'est vraiment pas un truc qu'on a inventé, hein. C'est à l'agenda du Conseil fédéral et de la Confédération. Sauf qu'il y a des programmes, hein. En fait, c'est hyper consensuel ce sujet. Tout le monde veut rénover, que ce soit les locataires, les propriétaires, les fonds d'investissement, les cantons, les communes et tout ça. Il y a personne n'est contre la rénovation d'un bâtiment. Vous trouverez pas. Sauf que les programmes qui existent, ils sont complètement inadéquats, ça avance pas. Ça prendra à peu près un siècle au rythme où on va de rénover tout ça. Et puis le chauffage, c'est le poste numéro 2 des émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur de la Suisse. Et notamment, c'est du gaz russe qu'on importe pour chauffer en majorité. Donc super, ça ne gâche rien. Donc c'est vraiment une demande la plus consensuelle du monde. Et puis c'est pas rajouter quelque chose sur l'agenda des politiques, c'est leur forcer à tenir leurs promesses et à faire leur taf en fait. Ouais. Donc ça c'est la demande. Et en fait, Renovate Switzerland, c'est quoi? C'est pas un mouvement, c'est une campagne. Donc vraiment, on est juste là pour obtenir ce truc. C'est une campagne de résistance civile et comme je viens de dire, notre but c'est de gagner en fait. C'est pas performatif, c'est pas de faire parler de nous, c'est pas de tirer la sonnette d'alarme, c'est pas de dénoncer je sais pas quoi. En fait, on est là pour gagner et on va pas s'arrêter avant d'avoir gagné. Et la façon dont on compte gagner, c'est de créer une crise d'une ampleur telle qu'elle va forcer les autorités à faire leur travail parce que ce sera moins de boulot que de gérer la crise qu'on va créer. C'est-à-dire qu'en gros, nos tactiques, c'est simplement qu'on va créer des blocages d'autoroutes et de voies importantes dans la Suisse de plus en plus intenses, avec des personnes complètement ordinaires qui sont prêtes à agir à visage découvert, à accepter les conséquences, et en fait à devenir complètement ingouvernables parce qu'elles en ont rien à péter. En fait, là, on a des gens, on va revenir un peu sur l'action, mais on a des gens qui n'en ont rien à foutre de se faire mettre en garde à vue, potentiellement à terme en préventive, potentiellement en prison ferme. Des personnes qui sont prêtes à se prendre de la violence dans la gueule sans quand n'ont rien à faire, en fait, qui restent calmes. Et en fait, ça nous rend complètement ingouvernables, ça. Et donc, c'est une campagne qui est inspirée d'exemples historiques, en fait, et de dynamiques historiques de campagnes similaires, notamment les Freedom Riders. C'est une campagne du mouvement des droits civiques américains. Vous pouvez trouver un peu l'histoire de ça sur notre site aussi. Et puis, en fait, d'un point de vue un peu méta, elle a été pensée, cette campagne, pour, gagner sur cette revendication, mais aussi pour essayer de galvaniser le mouvement climat en général, en fait, en montrant à quoi ça ressemble des gens vraiment déterminés, en montrant à quoi ça peut ressembler d'aller jusqu'au bout, en arrachant une victoire, de montrer que c'est possible, etc. Donc, on est tous bien sûr convaincus que la rénovation, c'est extrêmement important. Enfin, les chiffres le montrent. Mais l'idée, c'est d'avoir une victoire d'étape, en fait. Et de galvaniser le mouvement climat à travers cette campagne. D'accord. Alors, si t'es OK, on pourrait maintenant en venir à cette action sur le pont du Mont-Blanc, ici à Genève, du 14 avril au matin. Ouais. Alors, voilà, comment ça se passe le matin? Alors, je vais bien sûr te questionner sur en amont, comment est-ce que l'idée est née, comment est-ce qu'on choisit un site, et ensuite, voilà, comment ça s'est passé, parce que finalement, à peu de monde, avec des idées astucieuses et radicales, pourrait-on dire, eh bien, on arrive à un résultat conséquent, quoi. Ah oui. Lundi dernier, on a bloqué l'autoroute A1. Jeudi, on a fait le pont du Mont-Blanc.
Mais grosso modo, dans les deux cas, en vrai, c'est super facile de bloquer une autoroute. Ça demande de la préparation. Ne faites pas ça sans supervision, les enfants. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et en fait, ça paraît vraiment impressionnant ce qu'on a fait. Et je suis moi-même particulièrement impressionnée par toutes les personnes qui l'ont fait. Mais en réalité, c'est une succession d'étapes vraiment simples qui sont pas particulièrement stressantes ni difficiles. Alors, mais déjà, comment est-ce que vous choisissez le site, le pont du Mont Blanc? Pourquoi là et pas ailleurs? Est-ce qu'il y a des raisons en particulier ou est-ce que vous dites bon, c'est un endroit de passage, donc let's go, quoi? Ouais, c'est-à-dire que on va vraiment prendre des dizaines de sites dans les semaines et mois à venir dans tout le pays. D'accord. Donc voilà, on est assez contents. On est ravis d'avoir été à Genève pour cette deuxième. Disons qu'on en est à l'échauffement là. On est en train d'établir une image de marque, si je puis dire, avec vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on ressemble, tester nos tactiques, tester un peu l'avant-garde des troupes, on va dire. Tester tout ça, apprendre au max. Donc pour l'instant, tout s'est passé super. Et puis la prise du trafic, en fait, c'est assez simple. On attend. Donc là, il y avait des feux. Sinon, sur l'autoroute, en fait, on se met à des endroits où il y a des bouchons. Évidemment, on va pas se jeter sous des voitures qui vont à 120 km/h. Ne faites pas ça. Mais les endroits qui bouchonnent, en fait, c'est possible de s'infiltrer dans le trafic. Et puis les voitures derrière nous vont partir, les voitures devant s'arrêtent, et puis on s'assoit, et puis c'est bloqué, quoi. D'accord. Donc si on pouvait d'ores et déjà lancer un appel, vous ne vous refuserez rien. Comme site et notamment comme site routier et comme lieu de blocage potentiel. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est créer une perturbation maximum. Donc c'est pas symbolique, quoi. Enfin, moi je faisais partie des 3 personnes qui s'est collé la main à la superglue sur l'asphalte. Donc ça a retardé en fait le délogement de une bonne heure et demie, on va dire. Et puis et alors, en fait, c'est que ce qui va se passer, c'est que là, on est dans notre phase un peu d'échauffement, si je puis dire. Ensuite, on va faire de la mobilisation intensément pendant quelques semaines. Donc ça, c'est avec des réunions publiques, des réunions en ligne ou en personne dans toute la Suisse. Vous trouverez les dates sur notre site. La conférence s'appelle « Nos responsabilités à 7 heures ». Et puis ensuite, on partira pour une deuxième vague avec les nouvelles personnes qui nous auront rejoints, puis ainsi de suite. Et puis à terme, on veut vraiment créer une crise politique parce qu'en fait, les principaux axes de Suisse, ils seront bloqués tous les jours ou tous les 2 jours avec des centaines de gens normaux paisibles mais complètement ingouvernables parce qu'ils en auront rien à foutre de la prison parce que c'est trop important en fait qu'on agisse immédiatement pour le climat. Et voilà, jusqu'à ce qu'à terme, on ne soit plus possible à ignorer, quoi. On peut dire que vous êtes en permanence à la recherche de forces neuves, du coup. Donc les Exactement. Personnes... Voilà. Alors comment les personnes peuvent vous accoster? Alors on a une pipeline assez stricte en fait de recrutement, c'est-à-dire qu'on donne ces conférences publiques où on explique vraiment la situation et qu'est-ce qui pousse des gens normaux à aller se foutre sur la route. On parle de la campagne, etc. Et ensuite, à chacune de ces conférences, il y a une certaine proportion de gens qui se disent du Dieu, je peux pas les laisser seuls, puis qui rejoignent. Donc ça, c'est soit joindre l'organisation, soit se préparer à aller bloquer des routes. Et puis là, on a du coup ces personnes-là qui considèrent potentiellement entrer en action. Elles vont suivre une formation à la non-violence. Donc en gros, si vous vous imaginez faire ça, vous serez donc amené à passer une journée en compagnie d'autres personnes où en fait on simule un peu tout ce qui peut arriver, on apprend un peu les bases de la philosophie non violente en action. On s'insulte, on se tape dessus avec des rouleaux en carton, on se traîne par terre, comme ça pourrait arriver lors des blocages, pour être sûr en fait qu'on soit capable de maintenir cette discipline non violente. C'est vraiment de la discipline mentale et physique. Et ensuite, les personnes qui se sentent bien préparées et qui ont décidé de passer le pas vont ensuite rejoindre un groupe d'affinité. Puis là aussi, on essaie vraiment de créer des liens forts entre les groupes d'affinité. On a des sessions qu'on appelle confiance et courage, où les gens ils peuvent apprendre à se connaître, créer des liens forts pour vraiment se faire confiance, se soutenir, etc. Parce que c'est la base, quoi, de se sentir dans une famille de résistance.
Donc on peut le dire, hein, ça n'est ni sans danger, ni sans conséquences. Et alors voilà, vous avez en amont toute cette préparation et également en aval. Est-ce que voilà, comment ça se passe? Est-ce que toi-même tu l'as dit, tu étais là collé au bitume avec ta main sur le pont du Mont Blanc. Voilà, comment vas-tu? Enfin, est-ce que ça s'est bien passé pour toi et est-ce que tu sens que après l'action, eh bien t'es-tu senti inquiété ou rassuré ou voilà, quel état d'esprit? Eh ben écoute, ça s'est vraiment passé super pour toutes les personnes qui étaient avec moi sur la route. Tout le monde était vraiment... tout le monde est sorti sain et sauf de tout ça et très motivé à recommencer, récidiver, se coller la prochaine fois pour ceux qui l'avaient pas fait, etc. Puis du coup, moi, mon vécu perso, c'était vraiment intéressant. J'appréhendais un peu parce que je sais que la circulation à Genève et les automobilistes, c'est compliqué. Les gens, ils sont très stressés dans le trafic à Genève, hein, ce que je comprends. Moi aussi, je suis stressée en voiture. Mais ça s'est vraiment bien passé. Ce qui était particulièrement intéressant par rapport à une autoroute, c'est qu'il y avait des passants, en fait, vu qu'il y a des trottoirs, évidemment. Et c'était vraiment intéressant de voir que la plupart des gens étaient curieux et puis à l'écoute. Il y a beaucoup de gens qui ont soutenu ce qu'on a fait, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que il y avait une polarisation qui s'opérait sur le trottoir en live avec les personnes contre et les personnes pour qui discutaient entre elles. Et en fait, ça, c'est vraiment un des piliers stratégiques du conflit non violent, c'est de créer une polarisation dans la société, créer le débat, et on voyait ça arriver complètement devant nous. Et puis, ce qui était aussi vraiment intéressant à voir, c'est que il y a des personnes qui sont venues nous regarder un peu méchamment, donc très goguenardes, en mode qui c'est ces ploucs, mais qu'est-ce qu'ils foutent à emmerder le monde. Et en fait, quand ils se sont rendus compte que je m'étais collé la pogne au bitume, tout de suite, c'était oh, elle a des couilles celle-là, quoi. Enfin, elle s'est collée au pont du Mont Blanc. Et en fait, cette discipline non violente et ce calme et cette volonté en fait d'être vulnérable, ça force le respect de gens qui, à part ça, trouvent que c'est con et qu'on est des ploucs, etc. Et ça, c'est déjà une assez grosse étape de gagner, en fait. Oui, j'avais une question sur les motivations de cette victoire que vous cherchez par une forme de chaos. Est-ce que c'est parce que tous les autres moyens ont été testés et n'ont pas ne vous conviennent pas, ou est-ce que vous avez décidé de prendre cette forme d'action en premier lieu? C'est sûr que c'est pas par goût, ni par inclination. On aimerait tous faire autre chose que sortir des autoroutes. Mais oui, c'est déjà un constat que les formes traditionnelles, les pétitions, les initiatives, tout ça, soit ça marche pas, soit c'est beaucoup trop lent. Mais en fait, la résistance civile et la désobéissance civile, c'est des moyens de lutte où c'est assez bien documenté par la sociologie et les sciences historiques. C'est un catalyseur politique très très puissant. Donc en fait, ça fait monter à la surface des tensions qui existent déjà dans la société, ça les exacerbe jusqu'à un point de rupture en fait où tout peut changer très vite. Et ce qui est particulièrement intéressant à noter, c'est que les personnes qui foutent la merde sont détestées quand elles le font. Un exemple, c'est Martin Luther King, qui était l'homme le plus détesté des États-Unis à son époque, qui a été assassiné, et maintenant qui est réhabilité comme un saint, en fait, dans l'esprit du public, n'importe qui à qui on demande, c'est un saint. Mais à l'époque, vraiment, les personnes de ce mouvement-là étaient complètement honnies. Libre Radio, la radio qui aime trop les keufs, les schmitts et la volaille. www.libradio.org